Depuis une vingtaine d'années, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec, le CRILC, organise une série de rencontres annuelles avec des acteurs et actrices des milieux culturels du Québec. Ces entretiens, qui prennent la forme de balados depuis 2017, sont animés par des chercheurs et chercheuses qui mettent en dialogue les œuvres, les pratiques et les savoirs. Connu jusqu'en 2025 sous le nom Rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC, le projet s'intitule désormais Les Voix de la création pour marquer la vocation interdisciplinaire du centre. C'est dans cet esprit que l'édition 2026 des Voix de la création met en lumière les pratiques pop. Encore souvent réduite à sa rentabilité suspecte ou à une apparente simplicité, la culture populaire gagne à être éclairée à partir de ses spécificités propres et à même les différents usages qui la font exister. Cette série permet de plonger dans la culture populaire à partir de perspectives diverses et ancrées dans les pratiques. Elle se déploie en 4 rencontres où s'entrelacent les regards de chercheurs et chercheuses et les expériences de créateurs et créatrices et de praticiens et praticiennes œuvrant dans des disciplines variées, de la littérature à la muséologie, en passant par la musique et la balado-diffusion. La deuxième discussion de la série est consacrée à la place de la culture populaire dans les musées. Cette place s'est transformée au cours des dernières décennies et sous l'impulsion de la nouvelle muséologie. L'ouverture du MEM, Centre des mémoires montréalaises, en 2023, a été l'occasion d'une réflexion approfondie pour revaloriser un projet muséal résolument ancré dans les expériences citoyennes et au sein duquel la culture populaire occupe une place de choix. Pour en discuter, le CRILC a invité Catherine Charlebois, conservatrice, chercheuse et autrice. Depuis 2019, elle occupe le poste de chef de section du MEM. Elle y supervise l'ensemble des activités entourant la recherche, les collections, les expositions et la médiation auprès des publics. Elle œuvre pour cet organisme depuis 2009, où, à titre de muséologue, elle a coordonné de multiples projets d'exposition dans lesquels l'histoire orale occupe une place prépondérante et novatrice et dont plusieurs ont été primés à l'échelle provinciale, nationale et internationale. Elle a co-signé les livres Quartier disparu, Red Light, Faubourg-Emlas, Goose Village, publié en 2014, et Scandale, Le Montréal illicite, 1940-1960, publié en 2016. La rencontre est animée par Marie-Maxime de Andrade, candidate au doctorat en histoire de l'art, en Côte-Stelle à l'UQAM et à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Sous la direction conjointe de Dominique Hardy et Stéphane Laurent, elle s'intéresse au rôle du grand magasin Eaton de Montréal dans la production et la promotion d'une esthétique moderne entre 1925 et 1931. Son projet de recherche met en lumière le développement d'une culture matérielle et visuelle moderne à Montréal, façonnée par la consommation de masse et influencée par des créateurs et créatrices oubliés de la seconde moitié des années 1920. Elle est membre étudiante du CRILC depuis 2019 et a reçu en 2024 la bourse de doctorat de la chaire de recherche en histoire culturelle et pratiques non dominantes. Donc, bonjour, Catherine Charlebois. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, vous êtes chef de section des collections et expositions au programme du MEM, Centre des mémoires et montréalais. Donc, pour commencer, pourriez-vous un peu nous présenter c'est quoi le MEM et puis avant cela, qu'est-ce qui était en fait le Centre d'histoire de Montréal et quelle est la mission et en quoi cette nouvelle institution qu'est le MEM est venue, en fait, comment il y a eu une évolution, en fait, d'une institution à l'autre? Oui. Bien, comme vous le nommez, le MEM est la suite du Centre d'histoire de Montréal qui a été fondé en 1983. C'est en fait un centre d'interprétation, un musée qui met en valeur l'histoire et la population montréalaise, et ça depuis ses débuts. C'est un musée qui était vraiment au départ axé sur donner des clés de compréhension très, très, très générales sur l'histoire de la métropole. Lorsqu'on recule dans début des années 80, mais il n'y a pas de musée sur Montréal.
Le McCourt s'intéresse à autre chose. Le Pointe-à-Calière n'existe pas. J'aime le rappeler parce qu'on l'oublie dans le paysage aujourd'hui montréalais. Fait que c'était vraiment une nouveauté. C'est un musée, en fait, c'est le musée de la ville de Montréal, donc qui est un musée municipal. Et on se préoccupe, au fil des années, on a ajouté toutes sortes de fonctionnalités propres au musée, c'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas de collection, pas d'exposition temporaire, pas de programmation comme telle, ni culturelle, ni éducative. Mais au fil des ans, c'est tous des fonctions qui se sont rajoutées, tous des rôles qu'on a ajoutés à notre boîte à outils. Et puis maintenant, en fait, tout ça a pris forme et a donné naissance à maintenant une espèce de revamping total de l'institution et on a ouvert, en fait, il y a 2 ans. On a réouvert l'institution transformée avec une mission revisitée et puis un nouveau lieu. Donc, on était dans, peut-être certains vont s'en rappeler, là, on était dans la petite caserne sur la place Diouville, dans le Vieux-Montréal. Et puis, on a tout déménagé. On a fait nos petites valises et puis on a érigé pignon sur rue au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Tout un changement quand même. Mais ça faisait partie un peu de la démarche aussi. C'est-à-dire qu'on a changé de nom, Centre d'histoire de Montréal, pour s'appeler le MEM, Centre des mémoires montréalaises. Donc, d'avoir quelque chose un petit peu plus englobant. De pas cibler juste l'histoire, mais aussi cibler, on voulait vraiment mettre l'angle sur la mémoire. Bien sûr. C'était dans le processus de notre histoire, le centre d'histoire je pourrais dire l'histoire orale a pris de plus en plus de place au tournant des années 2000. Oui. Et ça l'a au point où ça l'a coloré nos activités, notre programmation, nos expositions, nos façons de faire, à un point où c'est devenu pour nous une seconde nature, un intérêt, une importance, c'est devenu central. Et toute la question de la voix citoyenne, de la co-création citoyenne, de la participation citoyenne est devenue moteur de transformation au point où le musée le musée s'est transformé, a désiré se transformer et a donné naissance à ce qu'est le MEM aujourd'hui. Un peu comme l'histoire de Montréal, vous êtes passé du Vieux-Montréal vers le centre-ville, donc c'est intéressant. C'est une belle analogie, j'y avais jamais pensé, mais absolument. Monter la côte. On a monté la côte. Puis vous êtes modernisé, donc ça rejoint moi mes propres recherches là, qui s'intéressent à ce passage, en fait, des institutions commerciales du Vieux-Montréal vers le nouveau centre-ville, notamment la rue Sainte-Catherine. Donc, vous avez pratiquement pignon sur Sainte-Catherine. On a pignon sur Saint-Laurent, oui. C'est ça. Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Donc, on est dans la même section de Montréal. Donc, justement, pour peut-être faire un petit pied de nez à mes propres recherches. Donc, quand on arrive au MEM, on est accueilli par la collection d'enseignes en franchissant les portes. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu... en fait, pouvez-vous nous parler de cette collection-là? Puis pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi est-ce que c'est elle qui nous accueille? C'est une excellente question et puis je pense que ça permet de poursuivre un peu la discussion sur la transformation du centre d'histoire vers le MEM. En fait, ces enseignes-là, elles vous accueillent parce que elles sont évocatrices d'un aspect très, très important de notre collectionnement, qui est celui de la culture populaire montréalaise. Ce mélange à ces enseignes-là, d'autres enseignes que nous-mêmes, on a créées, c'est-à-dire des boîtes lumineuses dans lesquelles on va avoir les visages de Montréalais, de Montréalaises, qui témoignent dans nos différentes expositions inaugurales. Okay. Donc, à la fois, il y a les enseignes, collections de véritables enseignes. On se le fait souvent demander. Oui. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est des fausses, des reproductions. Okay. Mais non, c'est vraiment les réelles enseignes. Donc, il y a un mélange. Peut-être pour illustrer, on a l'ancienne enseigne de United Church St. James qui était sur Sainte-Catherine. On a une enseigne du Fairmount. On a une enseigne d'un restaurant chinois qui était à Verdun. La Boîte Noire. Il y a différentes raisons pourquoi on a choisi d'accueillir les visiteurs avec cette collection-là. La
première, c'est que ce sont des objets qui sont volumineux. Donc ça, c'est vraiment la raison pratico-pratique. Oui. Que lorsqu'on nous a proposé, en fait, c'est un don. C'est un don de Matt Soar, qui est j'allais demander. professeur à Concordia en communication et amoureux fou du design, de la communication par l'enseigne, tout ce qui est print, tout ce qui est lettrage. Et puis, lui a mis sur pied un projet qui est un projet de collection d'enseignes, dont en fait une bonne partie de sa collection est sur les murs du pavillon de communication à Concordia. Okay. Mais par un heureux concours de circonstances, j'ai croisé la route de Matt Soar quelques années avant le projet et on savait déjà là, que le même s'en venait et puis il m'a dit, écoute, si jamais vous avez de la place pour des enseignes, j'ai fait oui. Donc, c'est un prêt ou c'est un don? Un don. C'est donc, un don. Ils nous appartiennent, d'accord. Oui, ils nous appartiennent, ont été donnés par Matt Soar. Donc, j'étais absolument excitée au projet. Et puis, on a travaillé avec Matt Soar pour la sélection. J'imagine. Et la restauration aussi, puisqu'elles sont dans un état qui, du moins, on sent pas trop les intempéries là, qui les auraient maganés. Non, il y en a quelques. On les sent pas trop, mais on a joué de jeux oui, effectivement, c'est un gros processus, la restauration. Mais je vais y venir. Je vais juste vous revenir sur les raisons, sur les raisons pourquoi elle nous accueille. Puis quand je dirais pratico-pratique, une fois qu'on nous propose de faire ce don-là, on va se poser la question à quel endroit on va les mettre dans l'expérience. On a envisagé. Puis il fallait aussi savoir qu'on est en même temps qu'on se faisait donner ça, on était à imaginer le même, à le designer, à le dessiner. C'était pas nécessairement évident de savoir tout de suite où on pourrait mettre ce genre d'objet-là. Il fallait aussi procéder à une sélection. Donc, pourquoi quelle ou quelle enseigne? Parce que Matt nous en proposait plusieurs. C'est pas lui qui les a choisis, on les a choisis ensemble. D'accord. Et on voulait... sachant, à partir du moment où on sachait là, que ça nous que ça ferait l'objet de l'entrée, on voulait évoquer la culture, on pourrait dire le vernaculaire de Montréal, c'est-à-dire quand on se promène dans les rues, le paysage, les éléments de paysage qui sont des points de repère qui deviennent un peu emblématiques. L'enseigne comme telle, elle est emblématique de l'urbain, du paysage de l'urbain. Et ça, pour nous, comme objet d'introduction au musée, c'était parfait, on pouvait pas demander mieux. Et de l'évolution d'urbain aussi, parce que j'imagine qu'il y a différentes temporalités aux enseignes choisies. Exactement. On aurait voulu reculer un peu plus. Oui. Dans la collection de Matt, il n'y en avait pas. Par exemple, si on avait pu avoir quelques enseignes du 19e siècle, on aurait absolument choisi certaines de ceux-là. On a regardé la possibilité de faire des emprunts dans d'autres institutions pour un peu compléter le paysage visuel de l'enseigne en ville. Mais compte tenu que les enseignes que l'on a sont vraiment dans une baie, sont devant une baie vitrée, et puis que les enseignes plus anciennes sont sur bois, peint, tout ça, c'est des enjeux de conservation qui sont un peu compliqués, donc on a un peu laissé tomber cette idée-là, mais sachez qu'on y avait pensé. Oui. Donc on s'est vraiment limité aux enseignes données par Matt, et puis finalement, une des autres raisons, c'est qu'en fait, elles évoquent cet urbain, elles évoquent la culture populaire, elles évoquent la diversité qu'on va rencontrer sur la rue, parce que l'idée était de poursuivre. Il faut savoir, là, pour ceux là, qui nous écoutent, en fait, ces enseignes-là sont vraiment dans l'entrée du musée. Il y a une grande escalier qui nous accueille parce que le musée n'est pas au rez-de-chaussée, mais à l'étage. Elles sont tous
tous suspendus à partir du plafond. Il y en a qui sont en néon, il y en a qui sont plus en plastique ou en 2D ou, tu sais, il y a vraiment un mélange et ça faisait partie de la sélection aussi, donc d'offrir une diversité de matériaux, de textures et aussi de commerce et de quartier. Oui. Donc, il y a eu vraiment plusieurs critères de sélection et différents types de commerce, des restaurants, de l'alimentation, des commerces d'industrie différents, une boîte une vidéothèque, etc. Là. Alors, ça crée un beau lien entre la rue puis le musée, parce qu'on a le Cléopâtre puis on a le Montreal Pool Room, là, donc on a l'impression que c'est une continuité organique. Et c'est chouette, oui, et c'était planifié comme ça. C'est l'idée un peu, on avait un peu cette notion du musée-rue, c'est-à-dire que dans le fond, le passage, il est presque en transparence. La baie vitrée, elle est sur 3 étages qui nous accueillent. Donc, du rez-de-chaussée c'est vraiment haut. Et puis, finalement, effectivement, il y a le Cléopâtre qui est notre voisin, avec son enseigne fabuleuse, qui en met plein la vue. Mais en même temps, on comprend quand on passe, le passage, il est fluide et on continue notre expérience de la ville. On est un musée sur la ville. Oui. Donc, c'est un objet qui était très évocateur de cette expérience-là de la ville qu'on connaît, qui est un point de repère aussi réconfortant. Pour le visiteur, c'est pas étranger, c'est pas mystérieux. On est happé. Je voudrais dire qu'une autre raison pratico-pratique, il fallait trouver une espèce d'appel très, très, pourrais dire, très percutant dans cet espace-là, parce qu'on veut que les gens fassent le voyage. Vous continuez la mission des enseignes, de toute façon, qui est d'appeler les visiteurs ou les clients. Donc, c'est une belle continuité encore là. Donc, mais une fois qu'on rentre là, dans le musée, donc, comment en fait vous arrivez à représenter cette culture populaire? Comment ça se traduit dans les expositions, dans les objets qui sont présentés? Ben juste pour continuer un petit peu le passage pour nos auditeurs, je vous dirais que dans le fond, une fois qu'on monte au rez-de-chaussée, on continue ce voyage-là dans la rue. On a des espaces publics qui sont gratuits. Donc, un tiers du musée, en fait, est gratuit. Ça, c'est un geste de proximité avec la population montréalaise. Compte tenu qu'on est un musée municipal, l'idée, c'était de redonner un peu cet espace-là qui est carrément au centre-ville, là, un peu comme une bibliothèque, avoir un tiers-lieu, un espace où on peut, comme citoyen, citoyenne, venir prendre un café, venir côtoyer l'histoire de Montréal, puis l'histoire populaire. Les espaces publics, ils sont vraiment un peu une ode à ce Montréal qu'on aime, des clins d'œil. On passe du fleuve à la montagne avec des emblèmes quand même assez importantes. La fameuse escalier en colimaçon, la ruelle. Le dépanneur. Le dépanneur, qui est aussi notre café-boutique. On a le Belvédère. On va avoir une œuvre d'art comme 18 nuances de gay qui a eu longtemps sur la rue Sainte-Catherine. On va avoir une grande murale fresque qui évoque toutes sortes d'éléments de la culture populaire montréalaise. Donc déjà, dès l'entrée, ce discours-là visuel de point de repère qu'on connaît quand on est Montréalais, Montréalaise, puis même, je dirais, de l'étranger, parce qu'on joue un peu aussi avec des éléments qui sont identitaires à la ville. Ben, on a vraiment joué de couleurs, de textures, d'images, d'imagerie, qui sont évocatrices, réconfortantes et qui agit comme un... on pourrait dire comme un espèce de discours visuel de ce que l'on connaît de Montréal et de ce qu'on a envie de voir quand on parle de l'identité de notre ville. Donc, c'est souvent ce qu'on va nous dire aussi. Les gens, quand ils arrivent au même, ben, ils se sentent chez soi. OK. Pour répondre un peu plus en détail avec ta question sur la culture populaire, parce que j'ai juste parlé un peu de l'expérience, mais comment on évoque la culture populaire? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mème, c'est un de ses moteurs, la culture. C'est vraiment notre sujet de prédilection pour plein de raisons. C'est-à-dire que ça se retrouve dans les collections. Bon, on a parlé de la collection d'enseignes, ça c'est une chose, mais
je disais qu'on n'en avait pas de collection au départ, là, quand on était centre d'histoire, mais maintenant, on en a une là, qui est presque de 12 000 objets. On peut dire que la collection du centre d'histoire, c'était plutôt une collection historique classique. Là, vous avez construit sur... Mais on l'a construit sur plusieurs années, puis non, elle n'était pas classique. Ça a toujours été la culture populaire. Donc, c'est dès une le de départ. Oui. C'est une de nos caractéristiques parce qu'on a toujours été ça. La culture populaire, pour le même... c'est juste que le nom reflète mieux aujourd'hui votre mission. Oui, parce qu'on voulait inclure à la fois histoire orale et... on voulait que ça soit pas juste histoire comme l'histoire livresque. Bien sûr. Mais que l'histoire orale soit un peu plus incluse dans la notion de ce qu'on voulait évoquer chez les visiteurs. On voulait être plus large dans notre mission. Puis on voulait pas nécessairement juste parler d'histoire parce que quand on parle d'histoire, le public pense juste au passé. Oui. Alors qu'on voulait vraiment plus se présenter comme un endroit aussi où beaucoup des enjeux urbains, sociaux, actuels sont discutés, racontés, évoqués. Parce que nous, au niveau historique, là, nos espaces historiques sont surtout ceux du 20e et 21e siècle. Bien sûr. Donc c'était important pour nous là, d'être allés plus large. Quand on faisait nos études pour le titre Centre d'histoire, c'était trop limitatif. Il fallait que ce soit un peu plus large. C'était moins glamour. C'était surtout limitatif au niveau de ce que les gens, le public en général, imaginent. Ouais. Bien sûr, oui, c'est ça. Même moi, là, c'est pour ça que je vous posais la question là, par rapport à ce titre histoire. On s'imagine un musée un peu poussiéreux. Puis là, de sortir du Vieux-Montréal, là, de vraiment arriver sur Saint-Laurent avec des enseignes en néon, là, vous allez rentrer dans l'espèce de modernité montréalaise de l'expérience urbaine. Oui, absolument. Ça nous a permis de déployer nos ailes, de déployer notre mission, mais de vraiment, je crois, occuper un espace qui est pas aussi occupé par d'autres musées à Montréal. C'est-à-dire, comme je disais, d'être plus dans une contemporanéité du vécu montréalais, de donner des voix à des enjeux qui sont actuels, d'avoir une diversité, une programmation culturelle très, très diversifiée, puis de mettre de l'avant, en fait, on s'est beaucoup bâti sur un modèle d'un musée qui est axé sur la diversité, l'inclusion, l'accessibilité et l'équité, donc aussi de faire appel à de la justice sociale, donc ça aussi, c'est très, très, très important. Donc, la culture populaire, le populaire, il y a une expression en anglais, le grassroots, là, donc l'influence qui vient de la base est très, très, très moteur, très important, très influenceur dans ce que l'on fait, dans comment on pense, dans comment on approche nos projets et de la façon dont on gouverne le musée même. Donc, c'est au cœur vraiment de notre démarche. OK, donc le citoyen toujours avant tout. Le citoyen toujours avant tout, dans beaucoup de choses, à beaucoup de niveaux. Mais c'est notre objet principal. Oui. Quelque part, si on avait un artefact principal dans notre musée, c'est le citoyen, la citoyenne. Oui, donc vous les impliquez dans le processus de création, là. Mais dans certains projets, oui. Okay. On a des espaces différents au musée qui nous amènent à travailler avec les citoyens, les citoyennes de façon différente. On a effectivement dans les espaces publics un endroit qu'on appelle le kiosque, qui est un endroit où carrément on va faire de l'adaptation de contenu citoyen avec eux. Okay. Donc, on va avoir des groupes communautaires qui vont venir, qui vont être dans un processus de sélection. Là, on a un comité qui choisit les projets. Une fois que les projets sont choisis, on travaille avec le groupe en question et c'est eux qui amènent les contenus. Nous, on les accompagne pour le mettre dans notre dispositif. Et puis, mais c'est sont vraiment maîtres de l'histoire qu'ils veulent raconter et comment ils veulent la raconter. Donc, on est dans de la co-création quand même à un niveau élevé. Oui. Il y a d'autres projets où non, on se laisse beaucoup d'espace pour nous explorer nos façons de faire, nos approches. Ça, c'est plus dans notre exposition temporaire signature. Mais on va avoir des projets d'activités culturelles où là, on va avoir le citoyen qui va peut-être proposer un projet qu'on va développer avec eux. Et puis, il y a en contrepartie, sans nécessairement être un exercice
exercice de co-création, mais plutôt d'un exercice de partage d'autorité. On va beaucoup être dans la narration de la ville, mais partagée avec le vécu citoyen, avec la parole citoyenne. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des surprises, j'imagine, quand vous faites dans ce genre de démarche? J'imagine qu'on a une idée de où on veut aller. Tu sais, on anticipe un peu la finalité, mais en fait, des fois, j'imagine par des prises de parole auxquelles vous y attendez pas, j'imagine que des fois, les projets prennent des nouvelles avenues, c'est ça? Absolument. Absolument. C'est une excellente observation. C'est un fait qu'on a dû apprendre aussi à je pourrais dire à partir parce qu'en fait l'histoire orale au musée puis la façon de le mettre en exposition, c'est comme tout un champ d'expertise qui est quand même relativement nouveau. Il y a eu quelques expériences, je vous dirais, avant les années 2010, mais pas tant. Mais nous, on s'est lancé là-dedans un peu... on s'est vraiment lancé là-dedans en expérimentation. On a eu un espace là, entre les années 2000 et 2010 où on a vraiment expérimenté toutes sortes de façons de faire, mais dès 2010... alors qu'on était centre d'histoire, on a décidé qu'on ferait notre première exposition où l'histoire orale serait la base. Donc, les collectes de témoignages, donc une vaste collecte de témoignages viendrait, serait l'objet principal de présentation, de documentation, d'interprétation. On pensait qu'on trouverait des modèles là, un peu partout, puis pas du tout. Alors, il a fallu, c'était un peu baptême par le feu, là. Il a fallu un peu... on avait en fait, le projet s'appelait Quartier disparu. On avait une quantité impressionnante de photographies qui étaient aux archives de la ville de Montréal, de quartiers de Montréal qui avaient été soit partiellement ou totalement démolis à la fin des années 50, début des années 60 pour faire place à des projets de rénovation urbaine. On peut penser aux habitations Jeanne-Mance, on peut penser à la Place Radio-Canada, bon, etc. C'est dans ce genre de quartiers-là. Ou des quartiers identifiés comme étant avec des hauts niveaux de taudis qu'on a voulu éliminer. C'est vraiment quand même un nettoyage urbain, là. On était dans ce processus-là. Donc, il y avait cette magnifique collection de photos-là parce que la ville, à l'époque, prenait des photos systématiquement de tous les bâtiments qui étaient pour être démolis. On a décidé, pourquoi pas aller trouver les gens qui habitaient dans ces quartiers-là puis leur demander comment ça s'est passé. Et puis, c'est ça. Alors, on s'est lancé dans un projet, mais on a vite réalisé ce que tu nous demandais, comment on négocie quand nécessairement les contenus sont pas tout à fait ce qu'on avait prévu. On a en fait découvert avec ce premier grand projet-là qu'on pouvait pas travailler justement à la façon traditionnelle d'une exposition. Parce que généralement, une exposition, avant même qu'on la produise, on sait tout ce qu'il va y avoir dedans. Oui. Elle est organisée, elle est planifiée, c'est comme des chapitres d'un livre et puis on sait exactement l'action qui va avoir lieu. Oui, c'est votre folie un peu au même là, de partir. En fait, vous savez pas où vous irez. Mais on le sait, on en sait beaucoup. Okay. Mais en fait, ce qu'on a appris, c'est que quand on travaille avec l'histoire orale, on doit absolument prévoir. Moi, comment j'appelle ça, c'est qu'on travaille avec des scénarios ouverts. C'est-à-dire qu'il va y avoir une portion des contenus qu'on ne saura pas tant qu'on n'a pas fini le montage des mini-documentaires ou de la production. C'est-à-dire aussi, puis quand je vous parlais de partage d'autorité, ça fait partie aussi de ça. Parce que si c'est scripté au point que lorsqu'on va faire l'entrevue, on va aller chercher des réponses très précises, mais on n'est pas dans un partage d'autorité, on est dans une entrevue scriptée, on est avec une recherche d'informations très ciblée, et puis il n'y a pas de place à l'interlocuteur, au témoin, pour parler de sa propre expérience. Oui. Donc, il a fallu négocier tout ça et puis le faire, cet exercice-là intellectuel. Je m'amuse souvent à dire que dans le fond, c'est un exercice où le volume du musée doit baisser pour augmenter le volume du témoin, pour vraiment faire en sorte que dans l'expérience
qui va être reflété aux visiteurs. Une fois que tout ça est produit, on a vraiment l'impression, pas l'impression, on entend vraiment l'écho de l'expérience citoyenne. Oui, et puis j'imagine une fois que vous recueillez ces témoignages-là, la mise en espace muséal, il y a toute une recherche qui se fait en fait post-recueillement de ces témoignages-là pour être capable d'illustrer ou de mettre en scène cette histoire ces histoires qui sont racontées, là. Bien, effectivement, il y a la mise en scène avait déjà pas mal réfléchi. On un processus de scénarisation d'exposition. On va vraiment avoir des grands thèmes qui sont choisis. Déjà là, on va avoir des pré-designs, des designs préliminaires, des designs finaux. On a vraiment quand même une idée, mais l'exercice, quand on sait qu'on va avoir une dose importante de témoignages, donc nécessairement de l'audio et de la vidéo à profusion, là, ça va être de faire un processus de design dans lequel ça va être intégré. Donc, c'est planifié. On va savoir où il va y avoir une projection, une télé ou des télés ou des casques d'écoute. On va faire l'effort d'intégrer cette expérience-là. Mais il faut le faire en amont. Il faut le savoir que ça va être là, pour les équipements, pour l'ergonomie, pour etc. Mais aussi parce que ce qui nous préoccupe, puis on a beaucoup travaillé ces aspects-là, c'est de s'assurer que le témoignage semble pas collé à l'expérience, mais bien intégré. Mm-hmm. Que c'est pas que c'est réellement un objet mis en exposition. Que c'est pas juste une télé dans un coin, puis by the way, si vous avez le temps, vous irez vous irez écouter le témoignage de Monsieur Chose et Madame Chose sur tel sujet. Non, il faut, nous, dans notre cas, comment on travaille la parole citoyenne, elle est un objet, entre guillemets, là, un objet très important au cœur de l'expérience, au cœur de ce qu'on leur raconte. Et tout le processus de mise en exposition doit tenir compte du fait que c'est la matière première, que c'est un objet fort dans l'expérience. Donc, on va consacrer beaucoup d'énergie à explorer comment on va mettre ça en exposition. Bien, ça devient un objet, parce que j'imagine que vous avez des collections audiovisuelles assez importantes. Bien, maintenant, on a une collection de presque, on doit frôler le 800 témoignages, là, okay. Collectés, là, depuis le tournant des années 2000, à peu près. OK. Super. C'est impressionnant. Donc, puis en plus, j'imagine sur une variété de sujets là, assez éclatés. Là, qui Absolument. Dans le fond, chaque projet ou chaque chantier de collecte nous permet d'explorer d'autres volets de l'histoire montréalaise. Et puis, ça se cumule. Mm-hmm. Ça va dans les collections. Donc, on commence à avoir quand même on a vraiment une belle collection de témoignages de citoyens et de citoyennes. Là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressortir un témoignage que vous aviez pris pour une exposition ensuite qui vous a amené à faire une autre exposition? Absolument. Oui. Donc, c'est des tests parce que c'est pas évident, parce que souvent on fait les collectes avec des objectifs très précis, oui. Mais on se met au défi parce que l'idée d'une collection, c'est de la faire vivre. Oui, bien sûr. Donc, il y a pas très longtemps, on a fait un projet qui s'appelait « Un mille dans mes souliers » et on avait 30... juste pour expliquer le concept rapidement, là, c'est que dans le fond, on avait comme une espèce de magasin de chaussures. On entrait dans le magasin, quelqu'un nous demandait notre pointure de chaussures, on nous apportait une boîte et on avait à l'intérieur de la boîte une paire de chaussures et un MP3 pour écouter un extrait de vie de la personne qui avait porté ces chaussures-là. Ah! Donc, vous avez été capable de retrouver les chaussures aussi? En fait, quand on a fait les collectes de témoignages, les gens nous ont dit ça faisait partie. Ah, que vous demandiez... Oui, on demandait à ces gens-là. Comment on fait ça? On fait des posts sur Facebook puis on demande, avez-vous des chaussures? Non, c'est le contraire. C'était de trouver les témoins, puis quand on trouvait le témoin on lui demandait une paire de chaussures. Okay. C'est un petit peu plus facile comme ça. Mais tout ça pour dire que il y avait 30 histoires qu'on pouvait écouter, mais sur les 30, il y en avait 7 qui étaient des témoignages qu'on avait déjà dans nos... là, ça a été le contraire. On avait déjà les témoignages, mais on n'avait pas les chaussures. Donc, il a fallu recontacter les témoins. Donc, ça nous prenait des témoins qui étaient vivants, bien évidemment. C'était un des premiers critères. Mais on a recyclé, à quelque part, je pourrais dire ça. On a ressorti ces témoignages-là, puis on les a réutilisés pour un tout autre projet
que pour lesquels il avait été enregistré au départ. Et puis, ça a été absolument concluant comme expérience. Mais je peux parler aussi de l'expo en ce moment, notre expo permanente. Il y a justement, je parlais de l'exposition Quartier disparu. Il y a 2 mini-documentaires qu'on avait fait à l'époque. On parle il y a 12 ans maintenant, qui sont tels quels dans l'exposition d'aujourd'hui, Montréal. Parce qu'on parle de ces sujets-là. Il y en a un qui est sur l'expropriation, il y en a un qui est sur la pauvreté. Et puis, on parlait de ces sujets-là dans le script de l'exposition, puis on s'est dit, mais pourquoi refaire? Ça dit ce que ça a à dire, donc on les a repris intégralement. Donc, on a fait vivre de la matière qu'on avait fait vivre pour une expo, puis on l'a remis dans une totale autre exposition. Puis comment, parce que là, je comprends ça, c'est un matériel que vous avez vous-même créé, là, ces 2 documentaires-là, mais les gens auxquels vous faites appel pour les témoignages, là, dont les témoignages ont été ressortis, comment eux ils vivent avec il y a un réalignement de leurs témoignages, puis de l'écouter, j'imagine, quelques années plus tard, des fois tu peux modifier ta voix, comme tu t'as pu t'entendre, ben tu te dis, il y a peut-être des choses que j'aimerais changer ma propre narration. Est-ce que c'est arrivé, ça? A posteriori, non. OK. Non, il y a pas jamais quelqu'un qui est venu nous dire, le témoignage que vous avez enregistré il y a tant d'années, ça correspond plus à ce que je voudrais dire aujourd'hui, donc retirez-le, ou j'aimerais qu'on le détruise, ou je dirais que vous ne l'utilisiez plus. Non, ça, c'est pas encore arrivé. Peut-être un défi pour le futur. Donc, en parlant du rôle du MEM, donc la culture populaire est au centre de votre approche. Mais comment est-ce que vous arrivez à définir qu'est-ce que la culture populaire montréalaise et puis comment elle évolue d'un projet à l'autre? Ah, c'est une excellente question. C'est quoi la culture populaire montréalaise? Ben, en fait... mon Dieu, elle s'organise de différentes façons, là. J'imagine qu'elle est plurielle aussi. Oh mon Dieu, oui. Ben, les cultures populaires montréalaises... mais c'est intéressant de se demander quelle culture populaire, parce qu'en fait, la culture populaire comme créée par le peuple, par les citoyens, citoyennes au fil des ans va nous intéresser. On va s'intéresser aussi à ce qu'on pourrait appeler la culture immatériel, donc souvent qu'on appelle un peu plus le folklore. Donc, il y a un folklore montréalais ou une culture immatérielle montréalaise qui, à certains niveaux, va nous intéresser aussi. On va s'intéresser à la culture de masse, mais qui est pas nécessairement la culture populaire, mais plutôt la culture fabriquée par des industries, des commerces pour la population. Et ça aussi, ça va nous intéresser, puis ça va tout s'inter-influencer. Mais est-ce qu'on peut dire que la culture populaire se définit un peu... En fait, le même vient un peu dans l'écosystème des musées montréalais en contrepoids à ces musées qui sont davantage d'une culture dite savante. Donc, quand on parle des Beaux-Arts de Montréal, le musée McCourt, qui sont ce qu'on s'attend d'un musée, puis vous venez compléter, en fait, par ces autres formes qui sont beaucoup plus marginalisées. C'est ce que je comprends? Ben... Quoi que le McCourt, il vient vous challenger un peu parfois dans les expositions. Oh, moi, je pense qu'on challenge le McCourt. Oui, j'imagine. Non, mais en fait, c'est pas nécessairement une question de compétition entre... Non. On est beaucoup plus en complémentarité. Oui, exactement. Mais... en fait, mais c'était drôle ton commentaire par rapport à pas vous venez de challenger, mais le musée plus traditionnel, puis en fait, on a des fonctionnalités très traditionnelles du musée, mais je pense qu'on brasse un peu les cartes quand les gens arrivent chez nous. Mais en même temps, c'est une autre proposition muséale. Complètement. Mais c'est une proposition qui est à l'image de ce que les Montréalais, Montréalaises avaient envie d'avoir aussi comme expérience. Puis je m'explique, c'est parce que quand on a conçu le MEM, on l'a co-créé avec les Montréalaises, les Montréalais. On a eu 8 comités de différents acabits, de différentes compositions, mais qui nous ont qu'on a interrogés, puis qui à différentes étapes du projet, alors que le MEM n'existait même pas. Et on leur demandait, qu'est-ce que vous voulez d'un musée sur l'histoire de Montréal? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous avez envie d'y retrouver? C'est pour ça que le MEM a l'air de
que le mémo de l'air, c'est que les Montréalais se sont dit, ben nous, c'est ce genre d'expérience-là qu'on a envie d'avoir. Je vous dirais aussi que le fait qu'on travaille avec beaucoup le 20e puis le 21e siècle, ça colore aussi le musée. Le côté très dynamique, urbain, contemporain est très injecté dans la proposition, même quand on entre, là, quand on y est. Mais ce qu'on va y voir aussi contribue à ça. Donc, on est vraiment dans une proximité de l'histoire montréalaise quand même assez récente. Quoi qu'on recule jusqu'à moins 10 000, là, mais tu sais, quand on a besoin de faire des chronologies, mais veut pas, nous, comme institution, on spécialise beaucoup dans ce créneau-là. Dans une culture de masse, une culture de la consommation. Mais effectivement, là, ça a vraiment son impact quand on est rendu au 20e puis au 21e siècle. Là, on est vraiment dans la culture de masse, dans la culture populaire, un peu comme on la connaît aujourd'hui, qui est beaucoup véhiculée par tous les moyens de communication là, au fil des ans. Tout ce qui va être aussi les grandes équipes sportives, les grands mouvements nationaux, mais il y a aussi une culture populaire qui est comme un peu de culture populaire de mobilisation aussi qui nous intéresse beaucoup. Okay. Quand les individus sociaux, quand les individus se mettent ensemble puis par la force vont créer une force qui va changer quelque chose dans la société, ça aussi c'est moi je trouve que c'est une culture populaire qui est importante aussi au même. Donc tout ce qui va être les actions de mobilisation citoyenne, c'est très très fort. Peu importe où le citoyen a une action, un agissement, une influence, ça va nous intéresser comme objet d'étude. Puis vu que ça nous intéresse comme objet d'étude, ben l'objet citoyen, même si des fois on va s'intéresser à un individu et pas une masse, ben ça va nous intéresser aussi. Okay. Donc l'objet citoyen prend plusieurs formes. On va s'intéresser à sa culture matérielle, mais à sa culture mémorielle, visuelle, artistique, communautaire. Il y a un individu, il y a un groupe d'individus, ça change la vie, ça a un regard sur la ville, ça va nous intéresser. OK, donc un objet muséal éclaté, qui a pas de limite, en fait. Qui peut prendre toutes sortes de formes, on peut rentrer dans un sujet par toutes sortes de portes. Bien sûr. On va être immensément curieux de regarder la ville par cette porte d'entrée-là, qui est l'individu, qui est le citoyen, la personne humaine, et de son interaction avec la ville au fil du temps. Mais on va aussi beaucoup... puis on va avoir envie de pas juste nous être le savant observateur, mais de dire, et toi, citoyen, ça te tente-tu de raconter l'histoire avec nous? Ça te tente-tu de dire ton point de vue? Qu'est-ce que tu as vécu? Comment tu l'as vécu? Puis aussi la charge émotive, l'émotion, l'affect nous intéresse beaucoup comme objet aussi. Et puis là, nous, on va s'intéresser à comment communiquer. Après ça, nous, musée, on est un grand objet de communication. Là, c'est un grand pan de ce qu'on fait. On est collectionneur, on est ses diffuseurs. Ouais, vous êtes un porte-voix. Absolument. Et ça va... c'est là où est le travail du musée, c'est-à-dire c'est de prendre toute cette information-là puis de dire, OK, comment est-ce que je peux matérialiser ça dans une expérience pour pouvoir éduquer, communiquer ce que j'ai collectionné, ce que j'ai recherché. Donc, au niveau de la diffusion, là, ça va être tout l'art de trouver des techniques, des moyens, des approches pour faire vivre, faire vibrer, faire résonner ce que l'on a collectionné, de le mettre en 3 dimensions dans un espace ou dans le cadre d'une activité et faire vivre aux visiteurs, lui faire comprendre ce que l'on a recherché, analysé, collecté. Puis j'imagine que, bon, les gens que vous interviewez, ou du moins les Montréalais, Montréalaises qui deviennent objets muséal par vous et les visiteurs, j'imagine qu'il y a des fois, il y a des en fait, c'est quand on parlait de l'affect, là, c'est super intéressant parce que j'imagine que vous allez des fois susciter des réactions puis des témoignages
après votre intervention qui doivent être assez, qui doivent être assez intéressants, assez mouvants pour vous, puis un vecteur aussi de vouloir continuer là, dans votre mission? Ben oui, au niveau de l'émotion, on peut pas faire, comment je pourrais dire, on peut pas faire de l'histoire humaine sans être ému. Bien sûr. À partir du moment où on décide comme institution muséale de faire beaucoup de collectes de témoignages, d'aller au-devant des gens, de prendre le temps d'être avec eux, de collecter leur mémoire. Eux nous font don d'une mémoire. Nous, on le prend vraiment comme ça. C'est vraiment un don, comme ils nous feraient don d'un objet ou d'une collection. Ils nous font don d'une partie de ce qu'ils portent en eux. Donc, on le traite vraiment de la même façon qu'on traite un objet. Ça, je l'ai pas dit, mais on fait vraiment de l'acquisition des témoignages, comme on fait des acquisitions d'objets. Ils ont leur numéro d'acquisition, ils ont tout le traitement, vont passer par le comité, etc. C'est vraiment la même, et on va les préserver parce que les collections que l'on a de témoignages vont être préservées au même titre que nos collections d'objets. Donc, c'est pour la postérité, c'est pour... J'imagine qu'il y a des gens là-dedans dont les voix ont été souvent longtemps marginalisées. Ils doivent sentir une grande valorisation là, dans ce geste-là de dire votre voix a tellement une valeur qu'on la collecte et puis Puis je dirais que c'est même pas les gens nécessairement marginalisés, les gens tout court. Oui. Il y a beaucoup, même qui des fois, il faut convaincre les gens parce qu'ils sont convaincus que leur histoire n'a pas de valeur parce que c'est une histoire du populaire. Oui. C'est une histoire du quotidien, c'est une histoire qui, à leurs yeux, ben c'est mon histoire de tous les jours. J'ai toujours fait ça. Mais c'est exactement pourquoi ça nous intéresse. Oui, et c'est dans ça que vous venez un peu brasser la cage des autres musées dans la mesure où vous vous intéressez mais je pense, il y a quand même, quotidien. Il y a quand même plusieurs musées là, qui vont s'intéresser au quotidien. On n'est pas, les seuls. Ils vont peut-être pas s'intéresser de la même façon parce que souvent c'est ça, c'est que les musées ont des spécialités ou des façons d'entrer dans l'histoire qui sont un peu différentes, qui colorent leur personnalité institutionnelle. Nous, dans notre cas, ce qui colore beaucoup la façon dont on va le faire, c'est qu'on va carrément entrer en dialogue quasi constant avec les gens de cette histoire-là. Par exemple, on va vouloir explorer l'histoire du Red Light. Ben, on va faire des recherches des gens qui étaient là dans les années 40, 50. C'est un projet qu'on a fait il y a une dizaine d'années. Là, on s'intéressait quand on a fait le MEM, ben, c'était quelles sont les identités montréalaises. Donc, une fois qu'on a identifié un peu vers où on voulait aller, ben, ça a été de trouver les gens pour en parler. Mais il y a des personnes qui se demandent des fois, mais pourquoi moi? Des fois, il y a des raisons très précises, mais des fois, ces gens-là évoquent vraiment un parcours ou une réalité montréalaise qui est bien la leur, mais comme ce que va faire des documentaristes, c'est que l'expérience d'un peut parler pour des dizaines, des centaines, des millions de personnes. Et c'est ça qu'on va chercher, parce qu'à quelque part, je pense que tu l'as souligné là, un peu plus tôt, on produit de l'archive en faisant on n'avait pas nécessairement réalisé là au départ là, en tout cas. Vous auto-constituez dans votre processus. Exactement. On produit des objets de collection et on en met en exposition, mais on crée une mémoire, on crée une archive. Mais si je reviens à ta question par rapport à l'émotivité, c'est clair que c'est les gens qui participent. Ben, on a eu des témoignages qui sont très, très émouvants. Ça va dépendre des sujets. On va avoir des témoignages qui vont nous transporter, qui vont nous faire pleurer, mais qui vont aussi transporter et faire pleurer les visiteurs. Oui. Et c'est quelque chose, après ça, quand on le met en exposition, mais on va pas nécessairement faire par exprès pour ben des fois oui, des fois où on va faire par exprès pour créer des émotions très fortes, puis des fois on sait qu'on joue avec ce jeu-là un peu comme un producteur de film ou de télé va le faire, mais c'est des émotions bien bien réelles là, tu sais, c'est pas un acteur, c'est pas une actrice là qui le fait, donc et c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a des événements qui se passent dans la vie de tous les jours, il y a des événements qui viennent nous chercher comme
citoyen, comme être humain, et quand on a la possibilité d'aller mettre un micro devant quelqu'un pour lui demander, mais qu'est-ce que ça t'a fait quand ta maison a été démolie? Ben, il n'y a pas un livre d'histoire qui peut le raconter aussi bien que la personne qui l'a vécu. Ouais. Alors, on vient ajouter cette couche-là du vécu tridimensionnel, émotif, cérébral d'un événement que si on voyait juste une image, un texte, cette bidimensionnalité-là, on essaie un peu de la faire exploser quand arrive le témoignage, quand arrive la personne qui, elle, regarde cette photo et ce texte et se dit, ben moi, ça, c'était ma maison. Oui. Qu'est-ce que ça m'a fait? En effet. Donc, vous êtes musée par les Montréalais, pour les Montréalais. Donc, on est dans une histoire qui est éminemment locale. Mais comment est-ce que vous négociez une histoire qui est beaucoup plus... qui serait nationale, puis même transnationale, à une époque où on tend à une homogénéisation aussi de la culture de plus en plus. Il y en a qui parleraient d'une américanisation. Mais... C'est super intéressant comme question parce que quand on a fait notre exposition permanente en ce moment au MEM, elle s'appelle Montréal. Ouais. On était très inspirés, mais il n'y avait pas d'autre meilleur mot pour évoquer ce que l'on voulait mettre en exposition. C'était vraiment la ville. Et rapidement, le fil conducteur, c'était les identités montréalaises. Mais quelles sont les identités montréalaises? À quoi ça rime? Qu'est-ce qui fait que Montréal est Montréal? C'est une grande question, mais c'est une bonne question parce que dans le fond, c'était ce qu'on nous demandait de mettre en exposition. Alors, comment faire? C'est un petit peu... c'est vrai que c'est un peu... c'est gros. Oui. C'était vraiment très gros. Il y a eu des choix. Il y a eu beaucoup de choix. De côté. Mais il y a surtout eu comment on va le faire. Et puis, la question de l'identité, ça nous a quand même beaucoup aidé parce que c'était dans ce questionnement-là de ce qui fait la nature de Montréal. C'est l'idée comment on peut encapsuler l'âme, l'atmosphère, le feel de la ville. Et là, on a commencé à se poser des questions sur c'est quoi des couleurs dominantes pour le design à Montréal. C'est quoi la couleur de Montréal? Il y en avait plusieurs quand ils ont fait leur étude de design. Ça peut être comme, par exemple, on peut s'inspirer du métro, du fleuve, de la montagne. Justement, le côté un peu plus urbain, mais il y a des éléments très verdoyants à Montréal aussi. Donc, c'est quand même assez... On s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas un Montréal, mais des Montréalais, des Montréal. Il n'y avait pas une identité, mais des identités. Donc déjà, là, cette complexité-là du vécu montréalais, cette espèce d'enchevêtrement-là était déjà une piste par rapport à ça. On voulait surtout aussi dépasser un peu l'image touristique, aller au-delà du bagel, de l'écureuil et de la biosphère. Comment faire? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Donc, tranquillement aussi, on avait aussi besoin de mettre en lumière ou en mettre en exposition aussi des éléments de l'identité qui sont importants, comme le fait français. Donc, la colonisation française, la population. Là, tranquillement, on s'est dit, ouais, OK, comment on habite à Montréal, les langues à Montréal, comment s'est construit la ville. Oh, les mouvements de masse qui ont fait, des événements importants qui ont fait que Montréal est Montréal. On peut penser, Expo 67, les Olympiques. Tu sais, donc, l'expérience autochtone. Puis, on s'est dit, mais comment tout mettre ça? Et puis, tranquillement, à chaque fois que l'on choisissait un contenu, on se disait, mais qu'est-ce qui fait que ce contenu-là est montréalais? Si on parle, par exemple, de l'alimentation, on s'alimente partout sur la planète, mais qu'est-ce qui distingue les produits montréalais de d'autres produits sur la planète? Qu'est-ce qui distingue la façon dont on habite
à Montréal, contrairement à tout ce qu'il y a ailleurs. Parce que une maison, des langues, des mouvements de population, une ville qui se construit, ce sont des sujets transversaux, internationaux, il n'y a pas de frontières. Non. Et là, c'était toujours de prendre ces grandes pistes-là, ces grands sujets-là qui étaient des points de repère faciles pour le visiteur, parce que dans le fond, tout ce que je vous explique, c'est les grandes zones de notre exposition permanente. On les ramenait au petit nombril montréalais, puis on essayait de trouver, OK, c'est quoi la couleur montréalaise dans l'alimentation? C'est quoi la couleur? La construction de la ville? Qu'est-ce qui est immensément montréalais qui fait que ça donne cette texture-là, cette couleur-là. Ça a été comme une espèce de garde-fou parce que on pouvait partir dans toutes sortes de directions. Et il fallait toujours amener cette fibre-là très, très importante parce que c'est de Montréal dont on parle et pas d'une ville X sur la carte. Ce qui veut dire que il y a des grands mouvements qui influencent la ville. C'est ça. Il y a des grands mouvements planétaires, il y a des événements locaux, il y a des événements nationaux. Montréal joue un rôle à son échelle à elle, mais elle va jouer un rôle aussi à plusieurs échelles. Elle fait partie d'un commerce mondial depuis très longtemps, depuis l'époque coloniale. On n'y pense pas, mais c'est pas d'hier qu'on a de l'économie planétaire. Donc, mais Montréal a joué un rôle à ce niveau-là. Et comment aussi inversement Montréal peut aussi, elle, influencer des mouvements. Montréal va se retrouver quand même être le porte-voix de beaucoup de mouvements sociétaux, de mouvements de mobilisation citoyenne à l'échelle nationale, même des fois canadienne. Va être des fois même pris en exemple et puis on va en discuter à travers la planète. Je me rappelle quand il y avait eu les mobilisations étudiantes de 2012, on en parlait partout. Puis d'ailleurs, on a appris dans nos recherches qu'il y a un effet montréalais dans la mobilisation citoyenne. Il y a carrément, c'est un objet d'étude, la façon dont on se mobilise, puis qu'on prend un sujet, puis qu'on amène ça dans la rue. Il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire. Donc, c'est là aussi, quand on se préoccupait de colorer à la sauce montréalaise des choses qui pouvaient nous paraître génériques ou transfrontaliers, on s'apercevait que non, il y avait carrément il y avait comme un individualisme. Dans ce pluralisme-là, il y avait un individualisme Montréal, il y avait une couleur Montréal à plusieurs niveaux. Okay. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le négocie, parce que veut pas, notre objet d'étude, c'est Montréal. Ouais. Donc, veut pas nécessairement. Nous, notre rôle, c'est d'essayer de... c'est pas d'essayer. Notre rôle, c'est de mettre en valeur le fait montréalais. C'est ça qu'on fait. Oui. Est-ce qu'il y a des Montréal que vous n'avez pas encore ou que vous n'arrivez pas à exprimer? Des fois, je parle je pense à mes propres recherches en tant qu'historienne où il y a des voix où qu'on sait qu'on a attendu trop longtemps avant de les recueillir, puis il y a un regret ou il y a ce Montréal-là qu'on n'arrive pas à transmettre. Absolument. Si je nous ramène dans notre expo permanente actuelle, à la toute fin de l'exposition, on a une vitrine vide. OK. Pour justement évoquer les histoires qu'on n'a pas pu collectionner, raconter, qu'on a peut-être oublié, qu'on ne sait même pas qui ont déjà existé. Donc, comme institution, c'est un message clairement institutionnel qu'on a mis cette vitrine volontairement vide là, avec son texte pour expliquer qu'il y a des trous de mémoire qu'on pourra jamais combler, ou on demande l'aide à nos visiteurs. Qu'est-ce qu'on a oublié dans cette histoire-là? Parce que veut pas, c'est tellement difficile de raconter les identités de Montréal. On sait pertinemment qu'on n'a pas pu parler de tous les groupes. Ça aussi, c'est un très gros enjeu. On essayait de faire un peu aussi des fois OK, si on parle de cet événement-là, au lieu de prendre tel groupe dont on entend tout le temps parler, pourquoi est-ce que c'est pas tel groupe qui en parlerait pas? Donc, de pouvoir multiplier les couches d'interprétation d'un même sujet au lieu de juste le faire de façon traditionnelle. Mais
clairement, je pourrais pas identifier un groupe en particulier parce qu'il y en a probablement des milliers. Il y a des milliers d'histoires, des millions d'histoires. Mais en fait, je pense qu'on se ramène ça à un peu comme on fait ce qu'on fait maintenant. On a eu la chance, puis en fait, on le voit aussi avec le temps qui s'écoule. On a de plus en plus de témoignages de témoins qui n'existent plus et on se félicite de les avoir collectionnés, mais on sait pertinemment qu'il y en a des millions que vous qu'on n'aura pas. Mais on sait qu'il y a des centaines de personnes qui collectent aussi, tu sais, on n'est pas seul à faire cet acte de mémoire-là. Mais c'est là où on se sent immensément pertinent dans ce que l'on fait. Parce que non seulement on a parlé beaucoup d'histoire orale, où on collecte la mémoire, mais on collecte des objets. Puis quand on avait fait autour des années 2010, quand on était à une espèce de rebrassage institutionnel à cette époque-là, on avait deux muséologues qui étaient venus faire une analyse de ce qu'était le centre d'histoire de Montréal. Puis à ce moment-là, on se demandait si on devait encore collectionner, si on devait, tu sais, parce que c'est une grosse charge d'avoir une collection d'objets. Et puis, ils nous avaient dit, mais vous êtes le musée qui collectionnait la culture populaire montréalaise. Vous êtes un peu unique dans votre façon de le faire. Si vous n'êtes pas, il y aura personne. Qui va collectionner cette mémoire-là du populaire, du quotidien, si vous n'êtes pas là? Il y en a qui le font pour différents sujets, tout ça, mais vous, c'est votre... Et vous le sortez, en fait, du milieu. Des fois, c'est dans des milieux un peu fermés aussi que cette culture-là, elle est conservée. Donc, nous, ici, on est au CRIL, qu'on est dans un labo de recherche qui est basé dans les universités, mais c'est-à-dire qu'on est plusieurs historiens à s'adresser à la culture populaire, mais vous vous rendez accessible. On la rend vivante. Oui, exactement. Oui, exactement, oui. Ça fait partie d'un autre grand rôle du même. Ça fait partie du rôle des musées en général, de rendre l'histoire vivante. Oui. Mais j'avoue que nous, ça fait vraiment partie de notre ADN. C'est vraiment notre approche, de le rendre vivante. Puis une des approches qu'on a trouvées, c'est d'avoir carrément des gens qui nous racontent, de les entendre, de les voir. Elle est vivante dans tous les sens du terme, là. Oui. Donc, on parlait du défi de recueillir le plus de voix possible, puis en fait l'oubli de certaines voix, voire le silence complet là, parfois de certaines voix, puis votre rapport par rapport à ça. Donc, c'est un défi constant là, d'aller à la recherche de ces voix-là. Comment vous négociez ça là, au même? Comment vous êtes capable d'aller sortir les silences? Ben on fait sortir les silences, on fait ce que l'on peut, mais c'était surtout de vouloir ajouter que la notion de silence, c'est une grande préoccupation des gens qu'on a consultés lorsqu'on a imaginé le même. Cette idée-là, dans l'histoire traditionnelle de Montréal, qu'il y a des gens dont l'histoire, elle n'existe pas, elle n'est pas racontée, elle n'est pas là. Certes, on peut penser à des histoires marginalisées, mais même ça allait au-delà de la marginalisation, ça allait vraiment, mais les silences. Puis les silences pas juste récents, les silences de toujours. Mm-hmm. Elles sont où les histoires des oubliés? Ouais. Et puis on nous disait, mais on veut que vous les racontiez. Mais on veut que ça fasse partie, pas juste en annexe, pas juste sur le côté, on veut que ça soit intégré. On veut... Pas nécessairement au centre, mais là, mais présent. Ouais. Raconté, illustré. On nous a aussi fait remarquer qu'il y a des personnes, des groupes, qu'on va peut-être en parler, mais on va pas les voir. Comme par exemple, l'histoire des personnes avec handicap. Mm-hmm. On va peut-être parler d'une institution, mais quand vient le temps de faire un témoignage ou quand vient le temps de collecter la mémoire ou de la mettre en exposition, ben moi, je vais pas voir quelqu'un qui est, par exemple, en chaise roulante ou qui est aveugle ou qui est sourd-muet. Alors, je suis où, moi, dans cette histoire-là? Ça nous a fait réaliser beaucoup de choses. Certainement, c'est plein d'humilité, là. Oui, et ça nous a fait réaliser que non seulement, oui, on pouvait raconter, mais il fallait aussi s'assurer que les gens qui viennent au même se voient. Mm-hmm. C'était pas juste de parler de diversité, par exemple. Si on veut faire de l'inclusion,
L'inclusion, c'est pas juste donner accès à un ascenseur ou une toilette adaptée, mais c'est aussi me voir dans les contenus. Puis c'est peut-être pas juste écrire un texte, mais c'est carrément avoir une image d'une personne qui me ressemble. Et ça, j'avoue que quand on a travaillé ça, par exemple, avec notre comité accessibilité, on s'est vite rendu compte qu'on pouvait aussi appliquer cette règle-là à beaucoup de groupes, pas seulement des personnes vivant un handicap. Puis ça nous a vraiment ouvert les yeux, sensibilisé d'un point de vue institutionnel, mais intellectuel aussi, au traitement et la représentation. Parce que dans un musée, non seulement on va faire de la recherche comme on fait en université, là, dans les documents, dans les archives, etc. Mais nous, la diffusion, c'est pas un document papier, là. C'est pas une thèse, c'est pas un mémoire, c'est pas une publication. Nécessairement, on en fait, ça aussi. Mais quand on va ça va être surtout l'exposition de notre médium. Donc, un espace tridimensionnel avec de l'interaction. De l'interaction illustrée, de la vidéo, de l'image, une muséographie, une mise en scène. Et là, on s'est vite rendu compte que se voir puis se reconnaître faisait partie de l'inclusion des contenus, puis c'est pas juste en parler. Mais pour revenir à cette voie-là, des oubliés, des marginalisés, c'était tellement fort dans les groupes qu'on interviewait, c'était tellement important. Puis c'était aussi important par le passé, mais aussi aujourd'hui. Le même, on veut que vous en parliez maintenant, nos enjeux. On veut que comme citoyen, on ait un endroit où on peut avoir de la dimension, que c'est pas juste un papier dans le journal ou une manchette à la télé, qu'il y a une espèce de profondeur sur un enjeu social. Et nous, ce qui est intéressant avec la perspective historique, le fait qu'on est un musée d'histoire, et non seulement on va peut-être avoir un débat d'idées, mais on va vouloir des fois avoir une perspective historique. Ce débat-là, on en parle depuis quand? Est-ce que ça mobilise les Montréalais depuis longtemps ou pas du tout? Dans un contexte montréalais. Donc, on dans l'écosystème qu'on est, je pourrais dire dans l'infrastructure muséale, la façon dont on arrive à donner beaucoup de dimensionnalité à des sujets qui dans d'autres médias l'auraient pas, parce que c'est pas ça leur rôle. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la place. Puis c'est pas pas leur fonction, c'est pas leur profession non plus de le faire. Puis c'est pas leur réflexe, puis c'est correct de même. Nous, je me rends compte maintenant là, que ça fait 2 ans qu'on est ouvert, puis qu'on manipule un peu ce nouveau lieu-là, puis qu'on voit comment les gens réagissent. Je m'aperçois qu'on peut donner beaucoup de place à beaucoup d'histoires, à beaucoup de diversité, mais qu'on peut donner beaucoup de profondeur. Et puis qu'on peut bien s'amuser là-dedans aussi. Je vais donner un exemple un peu plus d'activité culturelle, mais l'année dernière, on a proposé d'avoir une soirée de danse traditionnelle québécoise. Il y en a partout, les soirées du plateau, etc. On voulait que dans un milieu très urbain, centre-ville, on parle de cette couleur-là, mais on a donné le défi, mais on veut que ça soit le corpus de la musique traditionnelle montréalaise. Ça, c'est notre signature. Oui. Donc, donner le devoir de faire cet effort-là dans la soirée. Mais en plus, pouvez-vous nous donner un petit peu de recherche? Pouvez-vous faire un petit peu de recherche, nous donner du contenu sur l'histoire des musiciens derrière ça? L'histoire peut-être des danses ou de la musique. Donc, on fait une activité culturelle qui pourrait se faire n'importe où ailleurs, mais quand on la fait au même, on va vraiment lui donner une couleur montréalaise ou une texture historique. Oui, une profondeur. Vous rendez le présent historique puis l'histoire présente d'une certaine façon. Exactement. Donc, vous êtes vraiment un musée qui est ancré dans sa localité, mais qui la branche aussi là, avec tout ce qui est à l'international. Donc... merci beaucoup, Catherine, pour cette entrevue. Merci d'avoir écouté cet entretien, réalisé en collaboration avec la chaire de recherche en histoire culturelle des pratiques non dominantes. Pour découvrir d'autres épisodes des Voix de la création, rendez-vous dans la médiathèque du CRILC ou sur votre plateforme d'écoute préférée.